Je vais vous parler de la maladie circulante. Alors, dans son introduction, Alain Puisieux vous avez montré ces cellules qui partaient de la tumeur primitive et puis qui allaient dans le sang et puis qui pouvaient aller donner justement des métastases. Alors, ce que je vous propose, c'est, comme on avait déjà fait un petit... Une prise de sang pour traquer le cancer. Voilà, ça dure 3 minutes, comme ça fait déjà une partie de ma présentation. Le cancer est une maladie caractérisée par la multiplication rapide et incontrôlée de cellules porteuses d'erreurs génétiques qui s'accumulent jusqu'à former une tumeur. Certaines de ces cellules se détachent de la tumeur et circulent dans les vaisseaux sanguins. Si elles se fixent sur un organe, ces cellules tumorales circulantes, ou CTC, peuvent former une tumeur secondaire appelée métastase. Lorsqu'elles meurent, ces cellules tumorales libèrent leur ADN dans le sang. On parle alors d'ADN tumoral circulant ou ADN-TC. L'analyse des cellules tumorales circulantes ou de l'ADN tumoral circulant permet de mieux comprendre les caractéristiques d'un cancer et de dresser son profil génétique. Elle complète les informations recueillies par biopsie tissulaire, un examen qui consiste à prélever des cellules de la tumeur pour les analyser et peut même parfois s'y substituer. Pour recueillir les CTC et l'ADN-TC, une simple prise de sang suffit. C'est rapide, indolore et le patient n'a pas besoin d'être hospitalisé. Plusieurs analyses complexes sont ensuite nécessaires pour isoler les CTC et l'ADN-TC, car ils sont noyés au milieu de cellules et fragments d'ADN sains. La technique est encore au stade de recherche clinique, mais présente de nombreux atouts pour améliorer la prise en charge du cancer. Elle pourrait notamment permettre de mieux évaluer les risques. L'examen des erreurs génétiques sur l'ADN-TC fournit des informations sur la nature du cancer et permet d'affiner le pronostic. D'anticiper une évolution négative. D'après des études en cours, la quantité de CTC ou d'ADN-TC repérés dans le sang pourrait renseigner sur le degré d'agressivité de certaines tumeurs, voire sur le risque de rechute ou de développement de métastases. D'améliorer le suivi médical. L'analyse par prise de sang, moins invasive que la biopsie tissulaire, permettrait un suivi plus régulier et réactif de l'efficacité du traitement. Par exemple, si une tumeur se montre résistante, le traitement pourrait ainsi être adapté rapidement. D'optimiser les choix thérapeutiques. Des mutations génétiques spécifiques peuvent être recherchées dans l'ADN-TC pour certains cancers. Si elles sont repérées, le patient peut bénéficier d'une thérapie ciblée qui s'attaque spécifiquement aux cellules cancéreuses identifiées en épargnant au maximum les cellules saines. Cette procédure est par exemple déjà autorisée et couramment utilisée pour choisir le traitement de certains cancers du poumon métastatique. Les médecins et chercheurs de l'Institut Curie travaillent activement sur cette technique prometteuse qui permettra peut-être demain de dépister certains cancers à des stades précoces. Avec votre soutien, continuons la recherche pour mieux traquer le cancer. Bon, voilà, au moins ça avait l'avantage d'être existant, je pense, d'expliquer de façon, j'espère, assez simple la problématique. Alors après, moi, je vais passer à des choses où je vais faire volontairement plus compliquées, etc. Simplement pour dire que, effectivement, dans cette recherche de maladies circulantes, il y a plusieurs façons, comme vous avez compris. Il y a les cellules, et puis il y a l'ADN tumoral circulant. Et puis, en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut rechercher dans le sang. Mais il y a des micro-ARN, il y a tout un tas de choses, de protéines diverses en tout genre que l'on peut rechercher. Simplement ça, pour montrer ce petit schéma compliqué, c'est juste pour dire que pour chercher les cellules, il y a plein de techniques, de technologies différentes. Alors on peut les chercher parce qu'elles ont certaines propriétés à leur surface, mais elles ne sont pas forcément spécifiques du cancer. Elles peuvent aussi, comme on n'arrive pas forcément à les trouver parce qu'elles n'ont pas quelque chose à la surface qui permet de les repérer, on va simplement les filtrer. Donc c'est le principe du filtre à café, on va filtrer le sang. Et puis les grosses cellules qui sont plutôt des cellules cancéreuses et pas forcément des globules rouges ou des globules blancs, elles vont passer à travers le filtre. Et donc on va récupérer ces cellules et éventuellement faire une analyse de ces cellules tumorales qu'on a récupérées.
Et puis, il y a tout un tas de procédés physiques. Et donc, on travaille, par exemple, avec des physiciens, hein, ici, avec, par exemple, l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, donc des gens qui travaillent sur la microfluidique, sur la façon de pouvoir analyser les cellules et faire passer dans tout un tas de pièges pour pouvoir les attraper. Simplement, ce schéma simple, c'est vous avez si on compte le nombre de cellules dans le sang, vous voyez que des patientes qui ont peu de cellules tumorales circulantes dans le sang, qui ont un cancer du sein métastatique, elles vont mieux que celles où on en trouve beaucoup. D'accord ? Bon. Et puis ici, vous avez celles qui n'en avaient pas beaucoup au départ, qui, après un cycle de chimiothérapie, n'en ont toujours pas beaucoup, donc elles vont mieux, que celles où il y en avait beaucoup, et puis après un cycle de chimiothérapie, il y en a toujours autant. Et puis en bleu, celles où il y en avait beaucoup au départ, et puis après un cycle de chimiothérapie, le taux a diminué, et donc leur pronostic s'est amélioré. Ça peut être éventuellement un gage d'efficacité d'un traitement, et donc de suivre, de monitorer un traitement. Donc ça, c'est l'idée. Donc il y a plein de techniques, et les fameux marqueurs dont on a parlé, hein, ça peut être effectivement utilisé pour suivre une maladie, mais finalement, en toute rigueur, si on évalue les choses de façon très précise, finalement, les cellules tumorales circulantes, elles font mieux même que les bons vieux marqueurs, le CA15-3. Simplement, pour le moment, on n'a pas réussi à démontrer que ça allait faire mieux en termes de guérison ou d'amélioration du pronostic des patients d'utiliser ce type de marqueur. Donc c'est toute la difficulté d'avoir une technique tout à fait prometteuse, intéressante, qui suscite plein d'intérêt sur le plan de la recherche, et de montrer que maintenant, il faut que ça passe à une pratique courante et que ça sert parce qu'on va mieux traiter les patientes grâce à ce marqueur. Et en fait, le marqueur, il est bon. Simplement, ce qu'on ne sait pas, c'est d'avoir une solution thérapeutique beaucoup plus efficace si le marqueur nous indique que le traitement ne fonctionne pas. Et donc, on a un bon outil, mais derrière, on n'a pas forcément une solution thérapeutique plus efficace qui permet de dire il faut utiliser cet outil dans la pratique courante. Et donc, ça, c'est une étude qui a été faite au niveau national, ce qu'on appelle le STIC, c'est des programmes qui sont payés par la recherche au niveau national, hein, donc les programmes d'accès à des techniques innovantes et coûteuses, donc ce qu'on appelle les STIC. Donc c'est comme ce qu'on appelle aussi les PHRC, les programmes de recherche au niveau hospitalier. Et donc ce type de programme a été mené c'était mené par les gens à Curie, en particulier avec le professeur François-Clément Bidard, qui ont suivi ce type d'études et montré qu'on pouvait effectivement essayer de prendre une décision thérapeutique. Est-ce qu'on fait plutôt de la chimio ou plutôt de l'hormonothérapie en se basant sur les cellules tumorales circulantes. Donc l'étude était plutôt en faveur de l'intérêt, sauf que c'est les problèmes de la recherche. C'est bien parce que les choses évoluent. Ça marchait, mais avec les anciens traitements. Maintenant, comme on a des nouveaux traitements, vous l'avez vu, qui sont plus efficaces avec les anti-CDK, finalement, on est rechallengé pour dire oui, votre technique, elle est intéressante, mais montrez-nous que maintenant, grâce au progrès thérapeutique, elle reste toujours aussi intéressante. Et puis ça, c'était plus pour montrer que ça peut aussi faire du dépistage. Ça, ces camions, c'est nos collègues anglais qui sont des gens très pragmatiques, qui vont faire du dépistage. Alors là, c'est pour le cancer du poumon. Ils ont des camions dans lesquels ils mettent un scanner pour aller faire des scanners, pour aller regarder si on trouve des cancers du poumon. C'est tout un débat de savoir si ça sert à quelque chose aussi de faire ce type de dépistage. Mais ce qu'ils ont mis en même temps dans le camion, c'est qu'ils ont mis une petite camionnette supplémentaire pour aller faire des cellules tumorales circulantes, pour aussi faire ce type de dépistage. Et donc, c'est pour montrer qu'on peut aussi utiliser ce type de technique pour faire du dépistage. Et puis ça, c'est pour montrer toutes les possibilités, en fait, tous les développements. Donc là, on est dans la recherche, mais nos cellules qui partent de la tumeur ou des métastases, il y a aussi ces fragments d'ADN, mais il y a aussi dans des petites vésicules, des micro-vésicules, des petits fragments soit d'ADN, soit d'ARN, que l'on peut aussi analyser, qui peuvent donner des informations sur la maladie. Et là, on est dans la maladie métastatique, et donc donner des informations dans ce qu'on appelle le terme de biopsie liquide, c'est-à-dire un substitut à faire un prélèvement à travers le foie ou à travers le poumon, et d'avoir ces informations sur la génétique de la tumeur. Et donc, quand on prend l'ADN tumoral circulant, donc c'est des fragments d'ADN qui sont libérés par les cellules cancéreuses, qui vont être noyés au milieu, donc justement, de tous ces fragments d'ADN de cellules normales, et on peut prendre cette analogie, pas forcément très heureuse, peut-être discutable, mais ça montre quand même le principe. Vous savez que maintenant, on fait des diagnostics avant ce qu'on appelle le diagnostic anténatal pour savoir s'il y a des anomalies génétiques chez l'enfant ou s'il y a des trisomies, etc. Le principe, c'est qu'il y a de l'ADN du fœtus qui passe dans le sang de la mère.
Et donc, en faisant une prise de sang à la mère, on peut avoir une analyse de ce qui se passe au niveau de l'ADN du fœtus. C'est le même principe, on fait une prise de sang à quelqu'un et ça permet de récupérer une information sur les cellules qui ont été relarguées par les cellules cancéreuses qui sont quelque part dans l'organisme de la personne, et donc de pouvoir faire des analyses de ce type-là. Et donc, c'est des petits fragments d'ADN, et donc, ça s'est de plus en plus imposé. Donc, dans mon petit film, on disait, voilà, on peut utiliser ça, par exemple, dans le cancer du poumon, puisque maintenant, il y a une thérapie ciblée qui est complètement dépendante. Il y a ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché d'une thérapie ciblée qu'on peut donner uniquement s'il y a une mutation précise dans le cancer du poumon. Si on n'a pas pu faire de biopsie, si on n'a pas la biopsie, et qu'on trouve cette mutation dans une prise de sang, on peut donner ce médicament. Et donc, quelqu'un tout à l'heure me posait la question justement des mutations de PI3KCA, et effectivement, c'est ce qui est en train de se dessiner. Typiquement, jusqu'à présent, dans le cancer du sein, on n'avait pas de mutation très précise où on avait besoin de ce type de diagnostic pour donner une thérapie ciblée, puisque vous avez vu, on recherche les récepteurs hormonaux, on recherche l'amplification d'HER2, c'est ça qu'on regarde. Mais maintenant, effectivement, on a potentiellement une cible pour un médicament donné, et donc un test alors, à monter en routine, mais il y a déjà une approbation au niveau américain, au niveau de la FDA, donc qui dit, voilà, on donne l'autorisation pour ce médicament, et vous avez un test compagnon commercialisé également par une autre compagnie pharmaceutique qui vous propose le test dans le sang. Donc la difficulté, c'est que pour trouver votre fragment d'ADN au milieu de tout le reste, il faut des techniques très sensibles sur le plan moléculaire. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais pour montrer que ce n'est pas forcément techniquement si évident que ça, il y a beaucoup de perfectionnement technique à apporter. Et puis pour vous donner un exemple d'un essai qui est également en cours, où on parlait du fait qu'on peut essayer de mettre en évidence des mécanismes de résistance. Et donc l'essai qui est en cours actuellement, ce sont des patientes donc, qui avaient du palbociclib, c'est que c'est un bon médicament associé à une hormonothérapie, mais il peut y avoir des mécanismes de résistance à cette hormonothérapie qui surviennent. Et donc la question qui est posée dans cet essai, c'est si on détecte dans le sang tout à coup la mutation qui est associée à cette résistance à l'hormonothérapie, est-ce que ça sert à quelque chose pour les patientes? Est-ce qu'elles vont vivre plus longtemps sans maladie évolutive si on change leur hormonothérapie plus tôt qu'on ne l'aurait fait si on avait vu leur maladie évoluer? Et donc, pour le moment, comme on ne sait pas si ça va présenter un avantage pour elles, on considère que c'était éthique de proposer un tirage au sort, donc ce qu'on appelle une randomisation, entre votre maladie n'est pas évolutive avec les scanners, etc., donc on continue le même traitement, même si on a vu quelque chose dans le sang, ou on a vu quelque chose dans le sang, mais votre maladie n'est pas évolutive, et on change l'hormonothérapie, on garde toujours ce palbociclib. Et donc c'est ça qui est en cours d'ordre. L'idée, c'est que peut-être qu'en changeant plus tôt l'hormonothérapie, on va leur permettre de vivre plus longtemps sans que leur maladie soit évolutive. Le revers, c'est peut-être qu'on grille une cartouche d'hormonothérapie plus tôt. Donc, est-ce qu'au final, il va y avoir un avantage pour elles? C'est vraiment cette question-là, avec un objectif, effectivement, de maintenir plus longtemps la maladie sous contrôle. Voilà, donc cet essai est en cours. Enfin, les patientes sont rentrées dans l'étude et maintenant, ce sont celles qui sont en cours de suivi qui participent à cette randomisation. Et plus de 1000 femmes à travers la France participent à cette étude et sont dans le cadre du suivi. Et donc là aussi, c'était François-Clément Bidard, dans le cadre d'Unicancer, donc la Fédération des centres de lutte contre le cancer, qui mène cet essai. Donc, juste pour essayer de rester dans les temps limités, donc les CTC, effectivement, ça marche, il y a des techniques qui marchent bien, c'est un bon élément pronostic, c'est un bon élément de suivi, mais pour le moment, là où ça coince, c'est qu'on n'a pas montré de façon claire, pour de la routine, que ça servait à quelque chose. Et s'il y a des questions aussi sur l'aspect dépistage, c'est là aussi une piste intéressante, mais les gens qui proposent de vous vendre le test en vous disant on va vous faire une prise de sang et on va dépister si vous avez une récidive de cancer du sein, c'est une démarche intéressante, mais qui mérite d'être validée dans le cadre d'un essai pour voir si vraiment ça va rendre service aux patients et pas de le proposer là systématiquement comme ça à tout le monde en disant écoutez, voilà, si on vous trouve des cellules, c'est qu'il doit sûrement se passer quelque chose et il faut que vous alliez voir votre oncologue qui va vous faire plein d'examens. Donc ça, c'est aussi une des questions à poser. Et l'ADN tumoral circulant, donc là, c'est quelque chose qui évolue très vite sur le plan technologique, mais là aussi, il faut montrer que ça puisse servir à quelque chose. Donc on commence à avoir une première piste d'utilité clinique. Après, il y a tout un tas d'autres développements.
Et c'est aussi source d'énormément de recherche, de compréhension, comment ça marche le cancer, la dissémination métastatique, et comment un cancer devient résistant à nos traitements. Donc, ce n'est pas forcément des applications là tout de suite, hein, où on va dire, bon voilà, on va trouver une solution. Donc, c'est un outil clinique qui rentre dans une routine, et puis c'est aussi un énorme outil de recherche et de compréhension du cancer. Voilà. Et dernière chose, c'est pour vous montrer mes petits camarades, parce que donc voilà, dans le laboratoire, donc dans le cadre du CIRIC, donc vous avez François-Clément Bidard qui est celui qui fait l'étude, Charlotte Proudhon qui dirige le laboratoire, et donc tout un tas d'autres personnes qui collaborent à cette recherche. Merci. Voilà. Je ne sais pas si ça...